Jack London, Cro-Blanc. Chapitre 6. Le louveteau gris. C'était un vrai petit loup. Ses frères et ses sœurs avaient pris dans leur fourrure quelque chose des reflets rougeâtres de leur mère. Lui non. Il tenait entièrement de son père. C'était le seul louveteau gris de la portée, et sa seule différence avec le borgne, c'est qu'il avait ses 2 yeux. Ses yeux étaient d'ailleurs encore fermés, et c'est d'abord par le toucher qu'il connut les choses de ce monde. Ses frères et ses sœurs, tout d'abord. Il commença à jouer avec eux sans les voir, et apprit à gronder, car à vrai dire, son petit gosier ne produisait que de drôles de sons grinçants quand il se mettait en colère. C'est aussi par le toucher, mais également par le goût et l'odorat, qu'il apprit à connaître sa mère, source de nourriture, de tendresse et de chaleur. Il sentait surtout qu'elle avait une langue douce et caressante, avec laquelle elle le ramenait sans cesse contre elle et l'endormait. Ces choses durèrent 3 semaines, jusqu'à ce qu'il ouvrît les yeux. Des yeux tout neufs qui inspectèrent le monde avoisinant. Ce monde était dans l'obscurité, mais comme il n'avait jamais rien vu d'autre de ce monde, il ne le savait pas, bien entendu. Ce monde était également très petit, puisqu'il était limité aux parois de la tanière, mais le louveteau n'en était pas affecté, puisque, là non plus, il ne connaissait rien d'autre. Il avait pourtant rapidement découvert, tout comme ses frères, que l'une des parois de la tanière présentait une sérieuse différence. L'entrée, par où filtrait un jour vague. Il avait fait cette découverte alors même que ses yeux étaient encore fermés. La lumière avait frappé ses paupières encore closes, produisant à travers elles une impression délicieuse sur sa rétine. Et instinctivement, chaque fibre de lui-même avait aussitôt aspiré à la lumière, comme une plante se tourne instinctivement vers le soleil. De ce jour, les louveteaux rampèrent sans cesse vers la source de cette sensation, et tous ces petits corps dodus se traînaient vers l'issue de la grotte comme les vrilles de la vigne s'accrochent toujours au tuteur en direction du soleil. Quand ils eurent un peu grandi et que leur conscience commença à s'éveiller, ce désir ne fit que croître. C'est à cette occasion que le petit loup apprit à faire connaissance avec autre chose que le lait nourrissant ou les coups de langue caressants de sa mère. Elle avait aussi un nez, dont elle savait à l'occasion diriger d'un coup bien appliqué le louveteau désobéissant, et même un peu plus tard, une patte qui savait vous renverser sur le dos et vous rouler comme un petit tonneau avec des coups vifs et précis. Il connut ainsi les coups, les risques que l'on peut courir à enfreindre volontairement une loi, et comment il convient d'agir pour éviter ces tristes inconvénients. Ainsi se perfectionnait sa science du monde. Aux actes instinctifs se substituait un début de connaissance des causes. C'était un fier petit loup, mangeur de viande comme ses ancêtres, tueur et carnivore depuis le fond des âges. Le lait même, dont il se gorgeait depuis sa naissance, n'était que de la viande directement transformée, et maintenant la mère louve commençait à leur faire manger de la chair mâchée et à demi digérée qu'elle régurgitait entre les petites mâchoires aiguës et affamées. Le petit loup gris était le plus robuste de la portée. Il glapissait plus fort que ses frères et sœurs, et le premier il apprit comment, d'un adroit coup de batte, on renversait un petit compagnon, ou bien comment on l'attrape par l'oreille et on le piétine en grondant férocement sans desserrer les mâchoires. La mère louve eut fort à faire pour retenir ce satané petit loup loin de l'entrée de la grotte. Si le mur lumineux de la tanière le fascinait, il était loin d'en comprendre la signification. C'était un mur lumineux, sans plus. Il s'acharnait dans sa direction sans comprendre une seconde qu'il y eût quelque chose au-delà. Son père, qui l'avait appris à reconnaître comme un semblable et qui apportait la nourriture, avait, lui, une manière extraordinaire de passer à travers ce mur et d'y disparaître. Il avait essayé d'en faire autant avec les murs sombres de la grotte, mais pour tout résultat, il avait affreusement cogné sur le granit son petit museau, et après 2 ou 3 essais décidés, se l'était tenu pour lit. Il avait fini par considérer cette particularité qu'avait son père de passer à travers la paroi, tout comme il considérait que le lait et la nourriture prédigérée étaient des particularités de sa mère. Certes, il ne pensait pas comme un bébé humain, mais de son point de vue, les choses n'en étaient pas moins tout à fait nettes. Le pourquoi des choses ne l'intéressait pas. Ce qui comptait, c'était les faits.
Pourquoi se cognait-il aux parois quand son père passait au travers? Il n'y avait pas à l'expliquer, mais à l'admettre. Il ne tarda pas à connaître la famine, tout comme être dans le Wild. Il vint un temps où le borgne ne ramena presque rien de la chasse, et en même temps le lait de la louve se tarit. Tout d'abord, les petits loups poussèrent des cris de désespoir, gémissant plaintivement, puis à la colère succéda l'abattement. Les faim les fit tomber en léthargie. Les jeux, les batailles, les aventures vers le mur lumineux prirent fin. Ils dormaient, tandis que la vie qui était en eux faiblissait doucement et se retirait. Le borgne chassait sans relâche, infatigable et instinctivement désespéré. En vain faisait-il des courses au loin. Il revenait dormir quelques heures à la tanière avant de repartir, toujours plus loin. Au début, il avait regagné les abords du camp indien et chippé les lièvres pris au piège, mais avec le dégel des rivières et la fonte des neiges, les Indiens étaient partis plus loin et cette ressource avait disparu. Puis, la nourriture revint. Le petit loup gris recommença à vivre et à tourner ses regards vers la lumière. Mais il n'y avait plus de jeu, ni de bataille pour rire. Il ne restait qu'une de ses sœurs. Les 3 autres étaient morts. Et quand il eut repris des forces, il s'aperçut que sa sœur ne pouvait plus jouer. Elle ne levait plus la tête et ne bougeait presque plus. Tandis que son petit ventre bourru s'arrondissait à nouveau avec la nourriture, ce secours était venu trop tard pour la petite louve. Elle dormait sans cesse, et n'était plus qu'un mince petit squelette enrobé d'une peau flasque où la vie faiblissait sans cesse. Elle finit par s'éteindre. Puis, ce fut le borgne qui cessa d'apparaître et de s'étendre, le soir, devant l'entrée de la caverne pour dormir. Cela se fit à la suite d'une seconde famine, moins importante que la précédente cependant. La louve savait bien pourquoi le vieux borgne ne reviendrait plus jamais, mais cette connaissance, elle ne pouvait la communiquer au louveteau. En chassant de son côté sur la rive droite du torrent, dans les parages où le lynx avait sa tanière, elle était tombée sur la piste du vieux loup-borgne, une piste vieille d'un jour. Elle l'avait suivie et avait trouvé au bout d'autres empreintes, celles laissées par le lynx, et plus loin, les témoignages et les vestiges de la bataille. Quelques os et quelques poils, c'était tout ce qui restait de son compagnon. Les traces du lynx, au-delà du champ de bataille, lui avaient permis de découvrir la tanière du félin. Et toujours, depuis, la louve évitait la rive droite du torrent, sachant qu'il y avait dans la tanière une portée de petits lynx, et sachant aussi que le lynx adulte est un animal formidable, une créature féroce et un terrible combattant. Mais le wild a ses lois, et l'heure devait arriver, plus tard, où pour sauver son petit loup gris, la mère louve, poussée elle aussi par l'instinct farouche de la maternité, affronterait dans les rochers la tanière et la fureur de la femelle du lynx. Fin du chapitre 6.